À présent, je voudrais savoir qui n'a pas rêvé d'avoir son petit potager sur son balcon et de cultiver ses tomates et ses carottes. Levez le doigt. Voilà. Donc, justement, j'appelle à la barre Marc Cazès, qui va nous introduire et nous permettre, nous donner les outils, la méthodologie pour avoir des légumes faits maison. Et il va nous parler de son projet d'agriculture urbaine. Voilà. Merci. Marc Cazès. Voilà. Vu que j'ai pas... Vers la régie. Voilà. Donc, je vais vous parler en fait pendant 10 minutes d'agriculture urbaine. Donc, c'est un peu un non-sens. On a l'habitude d'avoir une agriculture qui est plutôt aujourd'hui localisée dans les champs. L'agriculture, elle a 15 000 ans à peu près. Donc, en fait, elle est née d'une déforestation. Donc, à l'origine, c'était des forêts qui ont été déforestées et exploitées surtout par du grain. Aujourd'hui, en fait, l'agriculture est quand même destructrice et arrive au bout d'un chemin. En fait, aussi bien en termes de... Enfin, l'agriculture nourricière, elle est déjà délocalisée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans les pays d'Europe, à peu près 70 à 80% de notre production alimentaire vient de l'étranger. Elle est consommatrice d'eau. Il faut savoir que 70% de l'eau est utilisée dans le monde, l'eau potable est utilisée pour l'irrigation. Et on se retrouve aujourd'hui avec, dans les 10 à 20 ans, enfin, dans les 10 à 20 années à suivre, des problèmes aujourd'hui de qualité de l'eau et avec des répercussions assez importantes sur la nourriture qu'on aura, enfin, en tout cas avec des répercussions sur la nourriture à laquelle on aura accès. Aujourd'hui aussi, on a une population qui est en croissance. On attend à peu près une croissance autour des 9 milliards d'habitants. On a à peu près 7 milliards d'habitants actuellement. On attend à peu près 9 milliards d'habitants en 2050. Plus centralisé dans les villes. On a aussi une alimentation qui est très liée au pétrole. On a à peu près entre 10 et 15 calories pétrole pour une calorie nutritionnelle aujourd'hui. Parce qu'en fait, le pétrole est utilisé pour tout ce qui est fertilisant, pour tout ce qui est, comment dire, la partie mécanisation, je dirais, de la terre. Et puis aussi dans tout ce qui est transport et chaîne froid. Parce qu'en fait, puisqu'on a une nourriture qui se déplace beaucoup, elle est quand même très fortement produite dans les pays à main-d'œuvre, à bas coût de main-d'œuvre. Aujourd'hui, une grande partie de notre nourriture est fabriquée dans le sud de l'Espagne et dans les pays de l'Est. Donc, je dirais, il y a le transport qui rentre en ligne de compte, avec aussi des effets collatéraux sur les déchets. C'est-à-dire, on a en gros 40% de pertes entre la production en champ et ce qui arrive dans l'assiette. Et puis aussi, on a une nourriture qui est pauvre en nutriments. La grande distribution ayant affronté ces problèmes de logistique a poussé un peu les choix d'espèces vers des qualités plutôt robustes à être transportées et avoir un beau packaging pour être vendues, plus que les qualités nutritionnelles. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve dans une nourriture qui a eu un appauvrissement en termes de qualité nutritionnelle depuis 20-30 ans. Il y a 20-30 ans, une pomme donnait entre 15 et 20 fois plus de nutriments qu'aujourd'hui. Par contre, elle est pauvre en nutriments, mais elle est riche en pesticides, parce qu'en fait, dans ces zones aussi, même, on peut avoir une réglementation poussée, même si elle n'est pas assez à mon goût, sur le choix de ne pas mettre de pesticides dans la nourriture. Quand on fabrique à l'extérieur, il y a des tolérances qui peuvent être non contrôlées. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de perte de confiance dans la nourriture que l'on ingère. Et je dirais qu'il y a même une perte de confiance. Et il y a aujourd'hui des études qui prouvent qu'il y a un lien de causalité assez fort entre la baisse de qualité nutritionnelle, l'augmentation des pesticides et l'augmentation des maladies dégénératrices, les cancers, les maladies d'Alzheimer, etc. Donc en fait, on se retrouve même dans une génération en bascule où on a presque, nous, à peu près à l'âge qu'on a, la chance d'avoir eu dans notre jeunesse une nourriture sans pesticides et riche en nutriments, qui a pu nous permettre d'avoir, je dirais, la durée de vie qu'on a. Les enfants qu'on a aujourd'hui sont dans une carence nutritionnelle et un excès d'éléments dégénérants qui, à mon avis, vont avoir des incidences sur la durée de vie. Et on le voit déjà, il y a des études qui commencent à donner des indices dans ce sens-là, et on voit aujourd'hui des maladies
déclenchée de plus en plus sur des enfants jeunes. Alors, voilà. Le challenge, c'est dire qu'il faut arriver à relocaliser la nourriture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au moins, on ne va pas faire des choix sur la capacité à être transportée pour une nourriture, mais faire des choix sur la qualité nutritionnelle et se retrouver dans une nourriture qui nourrit notre corps et nous permet de vivre, je dirais, sereinement dans notre durée de vie qui sera plus ou moins longue, mais je dirais en bonne santé. Donc l'idée, c'est de relocaliser la nourriture pour pouvoir redonner l'accès à une nourriture riche en nutriments, saine. Donc en fait, c'est aussi le fait d'avoir une nourriture locale, c'est d'avoir un contact avec le producteur local, donc avoir une reprise de confiance. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de problèmes, je dirais, de scandales un peu alimentaires, quelques-uns, qui ont généré quelque part une perte de confiance dans l'alimentation. Et je dirais, le fait de relocaliser une nourriture nous permet de reprendre confiance quelque part un petit peu à ces dimensions. Alors je dis, on a 10 ans pour le faire, pour reconnecter cette connexion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'agriculture est très grande consommatrice d'eau. Et aujourd'hui, les problèmes en eau, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a de plus en plus d'études internationales partagées, je dirais, sur le sujet, qui vont mettre la problématique de l'eau comme une problématique qui va devenir très très importante sur d'assez court terme, 10 ans, c'est un cycle de vie. Et même pour nos civilisations européennes, on sait que le problème de l'eau en Afrique, dans certaines zones, est déjà une problématique, mais même en Europe, ça va devenir une problématique. Donc c'est important de pouvoir aussi avoir une agriculture qui soit moins consommatrice d'eau, et ça pousse à réfléchir à une agriculture un peu différente. Je vais vous proposer quelques pistes. La résilience alimentaire. Alors aujourd'hui, pour l'instant, nous, on ne se pose pas cette problématique-là. Parce qu'en fait, on descend en bas de chez nous, on habite dans un environnement urbain, on descend chez le distributeur, c'est toujours plein. On ne se rend pas compte que cette nourriture, elle vient de quelques centaines ou quelques dizaines de milliers de kilomètres. Et en fait, en gros, en France, on a 4 jours de stock en nourriture. Ce qui fait que s'il y a par exemple un problème de transport sous une forme, une grève ou autre, en 4 jours, tous les magasins sont vides et c'est les émeutes dans les villes. En fait, on ne se rend pas compte parce qu'on s'est habitué à avoir une chaîne logistique performante qui nous permet d'alimenter nos magasins. Et en fait, le questionnement sur la résilience alimentaire, à mon moment donné, devra se poser. Et il faut se le poser avant qu'il arrive. Parce qu'en fait, c'est des problématiques, quand elles arrivent, c'est l'émeute, on ne peut plus rien faire. Alors que d'avoir cette problématique, cette épée de Damoclès un petit peu, y réfléchir et en tenir compte, c'est quelque chose d'important. Et l'agriculture, alors j'en ai pas parlé là, mais c'est un peu une opportunité aussi pour le bâtiment. Parce que si on veut... 2 minutes, alors je vais aller très vite, de toute façon, c'est pas très grave. Donc c'est important d'avoir une agriculture qui soit compétitive, parce qu'en fait, aujourd'hui, cette agriculture, elle devra arriver à offrir une offre assez équivalente en termes de prix par rapport à l'agriculture traditionnelle, qui, je rappelle, est faite dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Donc en fait, on devra avoir une agriculture performante. Nous, on a développé un système de culture verticale. Vous pouvez le voir dans le Subdeco, il y a un produit. Donc à la pause, je vous propose de faire une petite visite pour ceux qui le souhaitent et de développer un peu le sujet. En fait, en gros, on a cultivé en vertical, je ne rentre pas trop dans le détail. On part sur une utilisation de l'énergie naturelle pour ne pas remplacer, parce qu'il y a aujourd'hui des effets de mode qui remplacent de l'agriculture lointain en champ par de l'agriculture urbaine, mais utilisation avec de l'éclairage. Donc on remplace de l'énergie de transport par de l'énergie d'éclairage. Je ne pense pas que ce soit le bon choix. Donc nous, on est parti sur des choix volontairement de partir sur de l'éclairage naturel. Aujourd'hui, on a des projets de ferme urbaine avec, grâce à la forte densité, à l'utilisation d'énergie, de l'énergie solaire et aussi à l'intégration avec les bâtiments, de pouvoir récupérer tous les déchets de bâtiments. Les eaux de pluie sont souvent un problème dans les environnements urbains. L'eau, on en a besoin. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir de l'eau propre, on va utiliser l'eau des bâtiments, qui est souvent utilisée comme un déchet qui engorge les réseaux. On va aussi utiliser, par exemple, tous les réseaux d'air sortants. Toutes les ventilations des bâtiments vont permettre de chauffer la serre pendant l'hiver, mais aussi de la rafraîchir pendant l'été. Donc en fait, on va s'intégrer dans un environnement urbain et en fait à essayer d'utiliser au maximum les déchets et l'énergie solaire pour pouvoir avoir le plus possible un économique qui soit proche
des économiques de l'agriculture hors sol, en sol, qui aujourd'hui, je le répète, est réalisé dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'est un petit appel, c'est qu'en fait, vous avez tous, dans vos activités, dans vos villes, dans vos connaissances, des bâtiments, des opportunités qui peuvent se prêter à ce genre d'agriculture. En fait, je voudrais faire un peu un appel du pied pour dire, voilà, essayez de participer à ce mouvement en mettant en offre, je dirais, vos bâtiments pour pouvoir permettre à cette agriculture d'accéder au foncier. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accéder à vos toitures pour pouvoir les transformer en fermes urbaines et ramener, par un maillage de plus en plus important, de l'agriculture, de la résilience alimentaire et de la nourriture saine dans les environnements urbains. Voilà. Ce que Marc n'a pas... Excusez-moi. Ce que Marc a omis d'ajouter, c'est qu'il a reçu hier soir le prix coup de cœur du jury de E5T, donc il faut le rappeler, c'est très important. Merci. Merci, parce qu'il faut du cœur pour travailler dans le domaine de l'agriculture urbaine. Merci. Merci beaucoup, Marc.